avant Jésus-Christ et 800 avant Jésus-Christ. Donc on est là sur à peu près 1200 ans d'histoire complexe. Je dis complexe parce que l'âge du bronze de la Corse, c'est pas du tout une période qu'on peut considérer comme un ensemble homogène. Déjà, il y a des phénomènes qui s'expriment dans le temps, il y a des évolutions, il y a des changements très marquants entre le début et la fin de l'âge du bronze. Mais aussi en Corse, il y a des changements qui vont se faire dans la simultanéité, dans le sens où ce qui va se faire dans le sud ne se fait pas du tout de la même façon dans le nord. Donc on a une conjugaison de phénomènes spatiaux et temporels comme ça qui font qu'on a une grande complexité pour l'âge du bronze de la Corse. Alors, c'est pas propre à la Corse, hein, parce que l'âge du bronze, à l'échelle de la Méditerranée, c'est vraiment une époque complexe. Donc, comme l'ont montré les collègues tout à l'heure, et comme c'est le cas partout, l'âge du bronze, c'est indiqué dans le nom de la période, hein, c'est une ère qui est caractérisée par une démocratisation de l'utilisation du bronze. Donc le bronze, vous l'aurez compris, c'est un alliage qui est formé de cuivre et d'étain, la plupart des fois, et qui va être utilisé dans l'armement, dans l'outillage, dans la parure. C'est donc un matériau que les gens, à cette époque-là, côtoyaient vraisemblablement de façon assez quotidienne. Mais le bronze, ça ne pousse pas sur les arbres. Hein. Ça nécessite donc des quantités importantes de cuivre et d'étain. Et pour s'en procurer, il faut avoir les moyens de s'en procurer. Ça veut dire qu'il faut aller le chercher. Alors quand on habite sur un territoire où il y a des mines de cuivre, déjà c'est plus simple, parce qu'en général dans le bronze, il y a entre 85 et 90% de cuivre. Et par exemple pour le sud de la Corse, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas vraiment de cuivre qui a été détecté jusqu'à ce jour dans le sud de l'île. Alors l'île n'est pas totalement exempte de cuivre, parce qu'on va trouver plusieurs gisements, au moins une petite vingtaine dans le nord, dans Castagnic, dans Balagne, il y a des mines parfois très importantes. Par contre, l'étain est lui totalement absent en Corse. Et donc les populations de l'âge du bronze devaient s'organiser pour faire venir de l'étain de l'extérieur de l'île. Alors de l'étain, on va en trouver notamment dans les îles britanniques, on va en trouver en ex-Yougoslavie, et puis on va en trouver après plutôt au Moyen-Orient. Donc on ne sait pas d'où venait l'étain qui était utilisé en Corse, mais il venait probablement d'une de ces trois régions, peut-être même des trois. Donc ça sous-entend des approvisionnements à longue distance, qui forcément étaient réalisés par des bateaux, puisqu'on est une île, hein, il n'y a pas l'avion. Et la navigation à l'âge du bronze, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, se faisait par l'intermédiaire de gros bateaux à voile. Là, on sous-estime souvent les capacités de la marine marchande de l'âge du bronze, mais on a des bateaux qui peuvent soutenir des chargements de plusieurs tonnes, voire peut-être même plusieurs dizaines de tonnes. Et donc on a des espèces de marchands, en quelque sorte, qui vont sillonner la Méditerranée avec des cargaisons de produits précieux, dont des lingots de métaux. Et ces espèces de réseaux d'approvisionnement de toute la Méditerranée finissent par toucher la Corse et donc approvisionnent les industries locales. Donc évidemment, tout ça, tous ces réseaux qui coexistent en même temps, les routes de l'ambre, les routes du verre, les routes du cuivre, les routes de l'étain, les routes du plomb, font que des gens vont être amenés à se rencontrer, des gens qui auparavant ne se connaissaient pas. Pour établir des réseaux, il faut déjà établir une certaine forme de confiance. Et donc les Corses de l'époque vont se mettre en relation, parfois assez soutenues, pendant des années, des décennies, avec des gens qui habitent d'autres régions de Méditerranée. Et c'est comme ça que vont notamment se transmettre plusieurs courants culturels, plusieurs idées nouvelles, plusieurs technologies nouvelles qui vont peu à peu toucher l'île grâce à la mise en place de ces réseaux. Et ces nouvelles influences, ces nouvelles idéologies qui vont arriver en Corse au deuxième millénaire vont être à l'origine d'évolutions locales, de réadaptation locale et de réinvention insulaire. Alors l'autre conséquence, et qui est peut-être en fait la cause même de ces réseaux, la mise en place de ces réseaux, c'est l'émergence, notamment dans le sud de la Corse à l'âge du bronze, de ce qu'on appelle dans le jargon archéologique et sociologique des élites. C'est-à-dire qu'on va voir arriver une sorte de classe dominante
qui va appuyer son pouvoir en Corse sur la possession de ces ressources en métaux, sur leur capacité d'assurer un approvisionnement en métal, sur aussi probablement les stocks de nourriture, hein, ils vont se baser là-dessus pour forger leur puissance. Et puis, tout cela va se matérialiser probablement par l'émergence de ce qu'on appelle ici les castés, c'est-à-dire tous ces réseaux d'habitats fortifiés dont on a les plus beaux exemples ici en Alta-Rocque, Kukurut, ou sur la commune de Sangavine, le casté de Darraj, que j'espère que vous connaissez, et puis si vous ne le connaissez pas, je vous incite à aller le visiter, c'est vraiment très très spectaculaire. Donc voilà, ça c'était pour poser le cadre un petit peu de l'âge du bronze de la Corse. Et dans cette présentation, je voulais qu'on parle plus précisément de tous les aspects un peu violents qui vont caractériser cette société. Je voulais qu'on parle de l'idéologie de la guerre, de la violence et du pouvoir par la coercition, c'est-à-dire le pouvoir par la violence. Et pour ce faire, on va utiliser plusieurs sources. La première et la plus importante qu'on verra, elle est basée sur les statues menhirs. Donc vous connaissez, j'imagine, pour la plupart, vous avez vu des statues menhirs en Corse. Ensuite, on ira voir ce qui se passe un petit peu dans l'armement, qui est contemporain de ces statues menhirs. Et puis, on fera un troisième volet sur les architectures défensives de l'époque. Et puis après, on essaiera de touiller tout ça et de voir un petit peu ce qu'il en sera. Alors, je commence par les statues menhirs. Donc peut-être que vous avez des images en tête qui se forment quand on prononce le mot statue menhir, sachant que les deux sites principaux connus en Corse pour abriter des statues menhirs sont Caouria, sur la commune de Sartène, et puis Filitosa, sur la commune de Solacaro. Donc vous avez peut-être déjà vu ces monolithes de pierre qui font en moyenne 2 mètres de haut, qui représentent des personnages. On voit que ce sont des personnages car il y a plusieurs détails anatomiques qui sont figurés sur ces pierres. Ils ont des yeux, un nez, une bouche, un cou, des oreilles. Parfois, ils ont même des bras. Ils ont aussi des vêtements, donc ce sont des personnages habillés. La plupart sont barbus, donc bon, on va considérer que la plupart sont des hommes. Et ils portent aussi un équipement que l'on pourrait qualifier de guerrier. C'est-à-dire que dans le sud de la Corse, à peu près 70% de nos statues menhirs portent des armes. Et ces armes sont des armes de poing, notamment des épées et des poignards. Ils portent aussi, pour certains d'entre eux, un équipement défensif qui répond tout à fait à cet armement offensif, dans le sens où certaines statues menhirs sont dotées de cuirasses, de casques, voire parfois, on peut imaginer des systèmes d'épaulières ou des protège-oreilles et des choses comme ça. Ces statues menhirs sont interprétées de 3 façons différentes. Alors Roger Grosjean, qui fut un des premiers à vraiment développer des réflexions profondes sur ce sujet à partir des années 50 et surtout dans les années 60, imaginait de façon tout à fait logique que ces statues menhirs représentaient des guerriers. A priori, ça tombe sous le sens, parce qu'on a des représentations d'hommes, qui sont probablement des hommes jeunes, qui portent des armes. Donc, a priori, ce sont des représentations de guerriers. Et puis, à partir des années 80, on a voulu voir peut-être une profondeur plus symbolique dans ces statues menhirs, et on s'est mis à les regarder non plus de face, mais plutôt de dos. Alors là, c'est dommage que je n'ai pas le PowerPoint, parce que vous auriez compris tout de suite que certaines statues menhirs représentent aussi des phallus, donc un sexe masculin en érection. Voilà, donc deuxième niveau, donc plutôt un niveau guerrier destructeur, peut-être un deuxième niveau qui est reproductif en quelque sorte, donc c'est un peu antinomique aussi. Et puis là dernièrement, on a testé une troisième hypothèse qui voit dans ces statues menhirs et dans leur silhouette générale des représentations d'épées, de grandes épées, des épées monumentales qui seraient plantées en terre. Alors ça, le phénomène des épées plantées en terre, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'iconographie et dans la symbologie européenne à toutes les époques. Vous connaissez tous le mythe d'Arthur, qui doit retirer l'épée du rocher pour retrouver sa puissance.
Beaucoup de légendes scandinaves aussi sont basées comme ça sur des symboles qui sont symbolisés par des épées plantées dans le sol. Alors ça peut marquer des rites de passage quand on enlève l'épée, c'est le cas du roi Arthur. Ça peut symboliser aussi des champs de bataille. On s'est rendu compte que dans le contexte scandinave, on matérialisait souvent les champs de bataille ou les lieux de mort violente par ces épées. Donc finalement, quand on regarde ces trois fonctions, donc une fonction martiale, celle du guerrier, une fonction reproductrice, celle du phallus, et puis la troisième fonction, la fonction plutôt de blason, parce que quelque part l'épée c'est aussi un petit peu un blason, on se retrouve dans trois peut-être profondeurs symboliques qui ne sont pas foncièrement antinomiques et qui pourraient finalement représenter trois aspects d'une même volonté d'ériger ces statues menhirs et de signifier un message qui pour nous reste finalement un petit peu abstrait. Alors, bon, j'oublie forcément des trucs, mais ça va me revenir après. Le deuxième volet que je voulais aborder avec vous, c'est... ah oui, non, dernière chose sur les statues menhirs, ouais. Si on regarde de près les armes qui sont représentées dessus, on se rend compte qu'on a essentiellement des épées, et puis un petit peu de poignards, et puis dans un cas ou deux, qui sont très douteux, on pourrait avoir une flèche et peut-être un arc. Mais vraiment ça reste très hypothétique. Donc ça me permet de rebondir sur les armes réelles de cette époque-là, que les archéologues vont plutôt aller chercher donc, dans les objets existants. Quand on trouve une épée de l'âge du bronze, c'est toujours sympathique, on a plein de choses à dire. Quand on trouve une pointe de flèche de l'âge du bronze, ben, ça va nous renseigner sur l'archerie, ça va nous dire qu'elle a des archers. Mais malheureusement, on n'a pas toujours la chance, surtout en Corse, de trouver des objets en bronze. Ils sont extrêmement rares parce qu'ils ont été refondus des dizaines de fois. Mais une autre source informative sur ce sujet, ce sont les moules. Alors, les populations de l'âge du bronze utilisaient toutes sortes de moules avec des technologies qui sont extrêmement variées. Mais il y a une catégorie de moules qui nous parvient en bon état de conservation plus souvent que les autres. Ce sont les moules en pierre. Vous en avez un exemple dans le stand de Calcophore là-bas. Ce sont des moules qui étaient sculptés dans des roches relativement tendres, notamment des stéatites, qui sont une sorte de talc. Et donc on faisait des empreintes négatives dans ces moules des objets que l'on voulait produire. Et ensuite on faisait couler donc, du bronze liquide à l'intérieur pour produire les objets. Donc on faisait ça notamment avec les pointes de lance, avec les pointes de flèche, et très probablement avec les poignards et les épées. Donc voilà nos deux types de sources sur les armes réelles. Parce que, je dis bien armes réelles, parce que je pourrais aussi vous citer la forme des armes qui sont sur les statues menhirs, mais après tout, on ne sait pas si les armes figurées sur les statues menhirs existaient vraiment en réalité, parce que c'est juste une idée qui est sculptée dans la pierre. J'ai toujours cet exemple, non, ça je vous en parlerai après. Donc voilà, donc on a des armes réelles qui ne sont pas très nombreuses, et puis on a des moules en pierre qui sont un petit peu plus nombreux. Et quand on regarde les quantités respectives des différentes catégories d'armes qui sont à notre disposition, on se rend compte finalement que l'épée, qui est extrêmement représentée sur les statues menhirs, eh ben, elle est quasiment absente des armes réelles. Et elle est également quasiment absente des matrices présentes sur les moules. En fait, l'arme qu'on va retrouver le plus fréquemment sur les moules et dans les objets réels, c'est la pointe de lance. Ce qui veut dire que concrètement, en vrai, et pas selon l'âge du bronze fantasmé et selon le message retranscrit par les statues menhirs, concrètement, on avait probablement peut-être plus de lanciers que ne paraissent l'indiquer les statues menhirs. Alors forcément, une lance, c'est peut-être plus compliqué à représenter sur une statue menhir parce que c'est beaucoup plus grand qu'une épée, mais bon, c'est pas vraiment une limite technique. Mais si on regarde aussi les textes homériques qui datent un petit peu de cette époque-là, on se rend compte que les armes ont différents statuts. Et l'usage de certaines armes est, à cette époque-là, beaucoup plus valorisé que l'usage de certaines autres. Par exemple, dans l'Iliade, vous vous rendez compte que les archers ne sont pas très bien perçus par les grands guerriers. Hein. L'arc, c'est un peu la flèche qui tombe au hasard, c'est un peu l'arme du lâche, en quelque sorte. On tire de loin, on ne se confronte pas réellement à l'autre. La lance,
c'est aussi quelque chose, plutôt le javelot, c'est une arme que l'on va projeter, alors que ce qui est extrêmement valorisé chez Homère, c'est le combat en tête-à-tête à l'épée. Donc c'est peut-être là qu'il faut aller chercher le message qui est véhiculé par les statues menhirs, qui portent donc des épées. Pourquoi ? Parce que l'épée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prestigieux à cette époque-là qu'une arme ou une lance. Et donc, comme je vous disais, l'archéologie nous dit le contraire, qu'à cette époque-là, il semble y avoir en diffusion beaucoup plus de lances que d'épées. Mais bon, tout ça, évidemment, ça reste à préciser. Donc, parmi les autres armes que l'on a représentées par des vrais objets ou des matrices dans des moules, on a quelques flèches en bronze. On n'a pas vraiment l'impression que l'archerie soit super développée à l'âge du bronze, en tout cas en état des données. Donc les lances omniprésentes, des épées réelles, nous n'en avons que 2, et encore récupérées dans des conditions rocambolesques. Et par contre, oui, des poignards, il en existe un certain nombre. Et oui, quand je parle d'épée, petite précision, faut pas vous imaginer l'épée de Game of Thrones qui fait 1m50, non. Les épées en vogue en mer Tyrrhénienne à ces époques-là présentent des lames qui font en général au mieux 35 cm. Oui, c'est pas beaucoup, quoi. C'est vraiment des toutes petites épées qui sont conçues pour le combat vraisemblablement au corps à corps. Hein. Et qui sont nouveautés de l'âge du bronze, à la fois des armes de taille et à la fois des armes d'estoc. Parce qu'auparavant n'existaient que les armes d'estoc, donc on a changé les méthodes de poignée pour qu'on puisse frapper latéralement. Donc ça c'est une nouveauté du combat à l'âge du bronze. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, l'autre manière de réfléchir sur le combat à l'âge du bronze, c'est devoir essayer de comprendre pour quelles raisons les gens se battaient. Alors ils se battaient probablement pour s'accaparer des richesses, ou du moins des choses qui, à leurs yeux, étaient importantes à l'époque. On pouvait combattre pour du métal, on pouvait combattre pour de la nourriture, peut-être pour du sel, pour des femmes, pour le prestige, peut-être aussi tout simplement.